Ils ont volé mon nom pour les factures et l'acte. Ma vengeance froide les a fait supplier et paniquer. Fils, on fera tout. Je leur ai dit, restez hors de ma vie. Le paillasson avait disparu, remplacé par le silence, de l'eau de javel et un sac plastique trempé de ma vie. Après 7 ans à saigner pour un drapeau, je suis rentré chez moi en attendant quelque chose. Une lumière allumée sur le porche, un câlin en larmes, peut-être même un signe de tête rigide de mon beau-père. Ce que j'ai eu, c'est un bon pour un motel. Ma mère n'a pas pleuré, n'a pas souri. Elle n'a même pas croisé mon regard. Elle m'a tendu ce bout de papier bon marché, comme si elle me donnait un mouchoir usé. Tu es parti pendant des années, Lucas, a-t-elle dit, sa voix tendue et légère, comme si elle animait un podcast de bien-être. On est passé à autre chose. On n'a pas besoin de tes problèmes, de ta négativité, qui empoisonne l'énergie de cette maison. La maison dont elle parlait était la même dans laquelle j'avais grandi. Celle que mes chèques de déploiement aidaient à payer. Celle maintenant décorée de lampes en sel rose de l'Himalaya et de petites affirmations pastel collées sur toutes les surfaces. Rayonner la paix. Zone sans traumatisme. Mes sacs de voyage, la somme totale de mes possessions terrestres, reposaient dessous la pluie, à côté des pots de fleurs. Déjà mouillés, déjà jetés, et collés à la porte de ma vieille chambre, avec des lettres en majuscules et en colère, à la marque de Sharpie, pièce de stockage, pas d'accès. Je suis resté là, à le fixer, le cœur battant. Quelque part dans cette pièce se trouvaient mes médailles, mes journaux, les dernières photos que j'avais des gars qui ne sont jamais revenus. Et maintenant, c'était un placard de stockage. Pas d'accès. Ce n'était pas juste cruel, c'était chirurgical. Il n'était pas juste passé à autre chose, il m'avait amputé. Nettement. Sans anesthésie. Sans cérémonie. Un fils, excisé. Et ce n'était pas un choc isolé. C'était une stratégie. J'allais apprendre jusqu'où ça allait. Comment ils avaient vidé le compte bancaire joint auquel je leur avais laissé accès au cas où. Comment ils avaient refinancé la maison à mon nom pendant que j'étais à l'étranger, esquivant les balles, prétendant que j'avais encore une raison de revenir. Tu es parti trop longtemps, disait-il. Tu ne vibrais pas assez haut pour leur nouvelle réalité. J'apportais une énergie masculine chaotique et perturbais le flux. J'étais du sang. Maintenant, j'étais du bazar. Un contaminant. Ma mère serrait des inconnus dans ses bras lors de retraites de yoga. Mais son fils, son soldat, était une gêne. Et pourtant, ils utilisaient toujours mon nom quand cela leur convenait. Encaissement d'échecs. Toujours accrochés au mythe du fils héros lors des conversations polies, quand ça jouait bien dans leur cercle. Mais ils ne m'invitaient pas à la table. Ils m'ont envoyé dans un motel avec un sourire faux et l'odeur de désinfectant au citron qui restait sur la poignée après qu'elle l'ait fermée. Ils pensaient que c'était la fin de l'histoire. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. La chambre du motel sentait les cigarettes mortes et le désespoir, un cercueil parfaitement adapté aux espoirs que j'avais nourris d'un accueil chaleureux. Le sommeil était une blague cruelle. Chaque tic-tac de l'horloge en plastique bon marché était un coup de marteau contre ma santé mentale. Je repassais sans fin les mots de ma mère, le grognement dédaigneux de Todd, l'indifférence ennuyée de Maya, cherchant un éclat de malentendu, une nuance que j'aurais manquée dans ma fatigue. Il n'y en avait aucune. C'était aussi net et brutal que le panneau «Pas d'accès» sur la porte de ma chambre. L'énergie paisible qu'il protégeait si désespérément était apparemment construite sur les bases de mon effacement total. L'aube s'est glissée, grise et indifférente, peignant le papier peint qui se décolle de sa lumière déprimante. Je devais revenir. Pas pour eux, plus maintenant, mais pour ce qui m'appartenait. Pour les morceaux de ma vie qu'ils avaient enfermés comme des vérités gênantes. Je me suis douché, l'eau tiède faisant peu pour enlever la crasse de leur rejet, puis j'ai enfilé la même tenue que celle avec laquelle j'étais arrivé. Un rappel brutal de qui j'étais et de ce qu'ils avaient si négligemment jeté. La maison paraissait encore plus étrangère à la lumière du jour. Les pancartes rayonnaient la paix et zones sans traumatisme collées aux fenêtres ressemblaient à une moquerie malsaine. J'ai sonné. Le silence. J'ai frappé. Encore le silence. Bien sûr. Pourquoi aujourd'hui serait-il différent? J'avais toujours ma vieille clé, un petit bout de métal oublié qui, soudain, semblait être une arme. Elle s'est glissée dans la serrure avec un clic familier. Une partie de moi s'attendait à ce qu'une alarme retentisse, à ce qu'un piège se déclenche. Mais il n'y avait que le même parfum entêtant d'encens et de citron agressif. Maya était dans la cuisine, des écouteurs sur les oreilles, perdue dans l'éclat de son ordinateur portable. Mon ordinateur portable,
celui que j'avais économisé pendant des mois avant ma dernière tournée. La colère qui mijotait dans mon ventre éclata soudainement, chaude et rapide. J'ai tapé sur la fenêtre de la cuisine avant de m'introduire. Elle leva les yeux, non pas surprise, mais agacée, comme si j'étais une mouche persistante qu'elle ne pouvait pas écraser. Tu aurais dû m'envoyer un message, dit-elle, en retirant ses écouteurs avec un soupir exagéré, sa voix dégoulinant du même mépris ennuyé que la veille. Je l'ai fait, hier soir. Tu l'as lu, répondis-je, gardant ma voix calme, bien que cela me coûte. Oh, d'accord. J'étais occupé. Elle haussa les épaules, imitant parfaitement l'indifférence adolescente, bien qu'elle ait 21 ans. Elle commença à rassembler ses affaires, clairement prête à fuir. Maman médite. Elle a dit que, si tu revenais, tu devais, comme, aligner tes intentions avant même de tenter de lui parler. Et surtout, ne ramène pas ton énergie masculine chaotique à l'étage. Énergie masculine chaotique, répétai-je, les mots ayant un goût de cendre. Maya, qu'est-ce qui vous est arrivé? À vous tous? Elle roula les yeux. Mon Dieu, Lucas, tu es tellement dramatique. Il ne s'est rien passé. On a juste évolué. Tu étais parti. La vie a continué. La maison n'a jamais été aussi calme. Ne la gâche pas. Elle me poussa et son épaule heurta délibérément la mienne avant de disparaître en haut des escaliers. J'entendis la porte de sa chambre claquer. Un point d'exclamation sur son absence totale d'empathie. Un instant plus tard, Todd sortit du garage, un tapis de yoga sous le bras, portant des chaussettes avec des sandales. Un crime de mode qui, dans toute autre circonstance, aurait pu être amusant. Aujourd'hui, c'était juste une autre couche de ce cauchemar surréaliste. Il s'arrêta net quand il me vit, son visage se durcissant. Il n'y eut aucune surprise, juste un regard qui disait « Toi encore ?» « Je dois entrer dans ma chambre, Todd, dis-je, les mots sortant de ma bouche de manière sèche et dure. J'ai besoin de mes affaires. Il ricana, un petit bruit dédaigneux. Ce n'est plus ta chambre, Lucas, je te l'ai dit. C'est un espace de stockage. Et maman ne veut pas de ta présence perturbatrice à l'étage. Tu dois respecter ses frontières énergétiques. Il utilisa réellement l'expression frontières énergétiques. Je voulais rire, crier, ou peut-être les deux. Mes médailles sont là-dedans, Todd. Mes dossiers de service. Des affaires personnelles qui n'ont rien à voir avec l'énergie et tout à voir avec ma vie. C'est juste des objets, dit-il, en agitant la main de manière dédaigneuse. Oh, des attachements matériels. Maman dit que tu dois les libérer pour trouver la paix. Il ajouta avec un petit sourire suffisant. En plus, on a emballé ce qu'on pensait que tu aurais vraiment besoin. C'est dans le garage. Considère ça comme un service de désencombrement. Bon pour ton aura. Il commença ensuite à dérouler son tapis de yoga au milieu du salon, là où le canapé se trouvait autrefois. Le canapé sur lequel j'avais proposé de dormir. L'audace était à couper le souffle. Ce n'était plus juste un conflit familial. C'était un démantèlement systématique et calculé de mon existence dans ces 4 murs. L'annonce présomptueuse de Todd concernant le désencombrement de ma vie résonnait dans le silence stérile du garage. Il pointa du pouce avec condescendance vers un coin sombre, où 3 boîtes en carton minable s'affaissèrent tristement, portant mon nom griffonné en gros, avec un marqueur noir épais, une parodie grotesque d'un colis de soins. Mon cœur se serra. C'était ça? 7 ans de ma vie réduits à 3 boîtes pathétiques? Je me suis agenouillé, un nœud de peur se serrant dans mon estomac, et j'ai déchiré la première boîte. À l'intérieur, un enchevêtrement chaotique de vieux vêtements, un t-shirt de groupe délavé que je n'avais pas vu depuis des années, un pantalon usé, une seule chaussette. Mélangé à cela, quelques livres usés, des chargeurs obsolètes, qui ne correspondaient probablement à aucun appareil que je possédais désormais. Et un petit album photo, relié en cuir, celui contenant des photos de mon unité, d'hommes qui étaient plus des frères pour moi que n'importe qui dans cette fichue maison. Mes doigts tremblaient en le feuilletant, une vague de chagrin m'envahissant pour les visages que je ne reverrai jamais. Les 2 autres boîtes contenaient une récolte tout aussi déprimante. Encore plus de vêtements aléatoires, quelques bibelots poussiéreux de mon enfance, qu'il n'avait clairement pas jugé bon de jeter avec le reste de ma supposée négativité. Et une poignée de mes vieux manuels universitaires. C'était tout. Mon ordinateur portable, celui que Maya utilisait maintenant nonchalamment pour ses études, avait disparu. Mes écouteurs à réduction de bruit, essentiels pour trouver un peu de paix en mission, envolés. Ma tablette, ma collection de musique, des années de photos numériques, tout avait disparu comme si cela n'avait jamais existé. Où est le reste? Demandai-je, me retournant brusquement vers Todd, qui était maintenant absorbé dans une pose de stretching bizarre, sur son tapis de yoga, les jambes tordues dans un angle peu naturel. Il grogna, ne prenant même pas la peine de lever les yeux.
Mes appareils électroniques, mes outils du hangar, les objets sentimentaux que ma grand-mère m'a donnés. Il se déroula enfin avec un soupir qui sentait la supériorité condescendante. Lucas, ça fait des années, dit-il, sa voix débordant de fausse patience. Tu les as pratiquement abandonnés. On avait besoin de l'espace. Le travail énergétique de maman nécessite un environnement sans encombrement. Et puis, ajouta-t-il, un sourire sournois aux lèvres, Maya tire tellement d'usage de cet ancien ordinateur portable. C'est bien pour ses études. Tu ne voudrais pas priver ta sœur de ressources éducatives, n'est-ce pas? Considère ça comme ta contribution à son avenir brillant. L'audace pure de son manipulation était sidérante. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, Todd. C'était ma propriété, répliquai-je, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Tu ne peux pas simplement décider de ce que j'ai besoin et jeter le reste. Il haussait les épaules, son visage une mascarade d'indifférence sereine. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Maman pensait que c'était pour le mieux. Moins de bagages pour toi, tu sais, énergétiquement parlant. Il attrapa ensuite sa bouteille d'eau, prit une longue gorgée ostentatoire et se dirigea vers la porte du garage. J'ai des choses à faire. Les affirmations positives ne vont pas se manifester toutes seules. La porte se referma violemment derrière lui, le verrou cliquetant avec une froideur définitive. Furieux, je me suis précipité à l'intérieur, déterminé à confronter ma mère. Si elle était la gourou spirituelle de cette maison de fous, elle devait répondre de cela. J'ai bondi dans les escaliers, ignorant la porte de Maya, qui diffusait maintenant de la musique pop insupportable, et j'ai frappé violemment à la porte de la chambre de ma mère, la suite principale qu'elle occupait désormais seule, Todd ayant apparemment été relégué dans une chambre d'amis pour préserver son espace sacré de sommeil. Ah maman, on doit parler, maintenant, ai-je crié, me fichant bien de sa méditation ou de ses intentions. Sa voix, lorsqu'elle est enfin venue, était étouffée, lointaine, mais teintée d'une irritation glaciale. Lucas, je suis en pleine harmonisation énergétique très importante. Tes vibrations agressives sont profondément perturbantes. J'ai dit à Maya, tu dois revenir quand tu auras de meilleures intentions et une aura plus calme. Mon aura? J'ai presque étouffé en prononçant le mot. Maman, tu as jeté la moitié de ma vie. Tu as laissé Todd et Maya me traiter comme un étranger, un criminel. Je veux juste comprendre pourquoi. Je veux mes affaires. Il y eut une longue pause, puis sa voix, maintenant plus tranchante, a traversé la porte. Tu te focalises sur des possessions matérielles, Lucas. C'est précisément pour cela que ton énergie ne s'intègre plus ici. Cette maison est un sanctuaire de paix, et tu traînes dans la boue de tes traumatismes passés et de ta virulence militaire. Il nous a fallu des années pour amener cette maison à une fréquence vibratoire élevée après... Eh bien, après tout. Tu étais parti, nous avons nettoyé, nous sommes passés à autre chose. Donc, mon service, mes sacrifices, ne sont que de la boue et de la virulence militaire pour toi maintenant? Les mots m'étranglaient comme des éclats de verre dans la gorge. C'est ça que je suis, une perturbation de ta précieuse fréquence? Ne dramatise pas, a-t-elle répliqué. Tu rends toujours les choses si difficiles. Si tu pouvais juste essayer de comprendre les principes de la vie énergétique, je ne pouvais plus écouter. C'était comme parler à un robot parfaitement programmé, débitant des platitudes New Age, tout en détruisant systématiquement son propre fils. Je me suis affaissé contre le mur, vaincu, l'odeur de son encens purificateur me donnant soudainement la nausée. Alors que je redescendais les escaliers, défait pour le moment, Maya est sortie de sa chambre, le téléphone collé à l'oreille, en pleine conversation. Elle m'a vu, a roulé des yeux de manière dramatique pour ce qui me semblait être la 100e fois, et a réellement dit dans son téléphone, assez fort pour que je l'entende, Pff, il est toujours là. Sérieusement, quel drame. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas se débarrasser de leur négativité, tu sais. C'est alors, assis sur la dernière marche, la tête dans les mains, qu'une pensée froide et tranchante a percé le brouillard de ma colère et de mon incrédulité. Le compte bancaire joint, celui que j'avais gardé ouvert avec maman, envoyant régulièrement de l'argent à la maison pour les dépenses ménagères et les réparations pendant des années, même lorsque leurs appels devenaient de plus en plus rares et que leur intérêt pour ma vie s'amenuisait jusqu'à presque rien. Une prémonition écœurante a rampé le long de ma colonne vertébrale. Ils ne l'auraient pas fait, n'est-ce pas? Cette froide appréhension, née de la dernière marche, cette prémonition nauséabonde au sujet du compte commun, elle ne me quittait pas. Elle me rongeait pendant le reste de cette matinée agonisante, alors que je restais assis dans cette chambre de motel d'une tristesse accablante. Les 3 boîtes pathétiques de ma vie désencombrée, se moquant de moi dans le coin. Mon téléphone semblait être un poids de plomb dans ma main,
mais je me forçais à ouvrir l'application bancaire. Le compte commun que j'avais nourri méticuleusement pendant des années, celui destiné aux urgences ménagères et pour aider pendant mon absence, celui auquel j'avais naïvement confié ma mère pour qu'elle le gère avec intégrité. Le solde affiché à l'écran me frappa comme un coup physique, me coupant le souffle. Il était pratiquement vide. Des années de mes contributions, des portions de mon salaire de déploiement pour lesquelles j'avais sacrifié de petits conforts, s'étaient évaporées en presque rien. Frénétiquement, mes doigts tremblants, je parcourus l'historique des transactions. C'était une litanie écœurante de leur auto-indulgence et de ma confiance aveugle. Des livraisons de courses provenant de magasins bio haut de gamme que je savais que je ne pouvais pas me permettre avec mon salaire, encore moins eux. Des paiements pour les fréquentes séances de shopping en ligne de Maya. Des colis sans fin en provenance de sites de mode bon marché. Des abonnements à des services de streaming que je n'avais même jamais entendus. Et puis, le véritable coup de poignard. Les paiements automatiques pour toutes les utilités ménagères, électricité, eau, gaz, Internet, même leur putain d'abonnement à la télévision par câble avec toutes les chaînes premium, tout siphonné, systématiquement de mon argent, de mon sacrifice, pendant des mois, peut-être des années. Ils n'avaient pas seulement utilisé ma chambre comme espace de stockage. Ils avaient transformé mon compte bancaire en leur propre fonds de roulement. Une rage brûlante, froide et acérée monta en moi, éclipsant la tristesse et la confusion. Ce n'était pas juste de la négligence. C'était un vol calculé, une trahison si profonde qu'elle me laissait sans souffle. J'ai immédiatement appelé la banque, ma voix serrée de fureur en expliquant la situation à une représentante du service clientèle déconcertée. Bloquez-le. Bloquez la carte, gelez le compte, faites ce que vous devez faire. Mon nom est dessus, et ces charges sont non autorisées. La représentante, qu'elle soit bénie, confirma que le compte était bien toujours actif, mon nom clairement visible, et que oui, plusieurs utilités étaient en paiement automatique. Elle a instantanément bloqué la carte. Mon prochain appel fut pour maman, ou plutôt, ma tentative d'appel. Ça alla directement à la messagerie, sa voix mielleuse chantonnant sur l'amour et la lumière, et étant inaccessible pour se connecter avec des fréquences négatives en ce moment. Fréquences négatives, bien sûr. J'ai envoyé un texto à la place, court et brutal. Je sais que tu utilises le compte commun pour tous tes frais. J'ai bloqué la carte. Comment as-tu pu faire ça? Sa réponse, quand elle arriva une heure plus tard, fut un chef-d'œuvre de manipulation et de fausse indignation. Lucas, mon chéri, tu es tellement dramatique et hostile. Nous en avions besoin pour faire fonctionner la maison. Tu n'étais pas là. Tu n'as jamais dit de ne pas l'utiliser pour les nécessités. Comment étions-nous censés gérer? Tu rends tout tellement difficile et empoisonnes l'harmonie de notre famille avec ces accusations. Puis, avant même que je puisse taper une réponse furieuse, elle m'a bloqué. Bloqué. Son propre fils, après des années d'exploitation financière. J'ai essayé de joindre Maya. Sa réponse fut un emoji haussement d'épaule suivi de LOL IDK, demande à maman. Pas mon drame. Pas son drame, bien sûr. Elle était trop occupée à profiter des fruits de mon travail, portant probablement des vêtements achetés avec mon argent, tout en utilisant mon ordinateur portable volé. J'étais au-delà de la colère. J'ai attrapé mes clés et j'ai quitté le motel en trombe, me dirigeant vers cette maison maudite. Il voulait parler de l'énergie. J'allais amener un putain d'ouragan. J'ai frappé à la porte. Et cette fois, c'est Todd qui a répondu, son visage déjà masqué par l'irritation. J'ai verrouillé le compte commun, grognai-je, le poussant pour entrer dans la maison. Celui que vous avez tous traité comme votre tirelire personnel. Il eut l'audace de paraître offensé. Tu es incroyablement hostile, Lucas. Nous avions besoin de cet argent pour maintenir l'intégrité énergétique de cette maison. Tu as une idée de combien ça coûte? La nourriture bio, cruelty-free et haute vibratoire? Ou le prix des cristaux éthiquement sourcés pour maintenir la grille protectrice? Je le regardais, sans voix un instant, abasourdi par la pure folie de ses mots. Vous m'avez volé, Todd. Toi et maman. C'était mon argent, gagné à la sueur de mon front et de mon sang, pendant que vous étiez là à aligner vos chakras et à acheter des merdes dont vous n'aviez pas besoin. Ce n'est pas du vol si c'est la famille, répliqua-t-il, sa voix montant, son visage virant au rouge. Tu as abandonné tes responsabilités ici. Nous avons simplement utilisé les ressources disponibles. Ressources disponibles? Je riais, un son dur, amer. Je ne suis plus ta ressource, Todd. Et ce n'est plus ta famille, ici. Pas la mienne, en tout cas. C'est alors qu'il craqua. Il se plaça juste devant moi, son haleine sentant légèrement l'encens qui emplissait maintenant l'air.
Tu dois partir, gronda-t-il, les yeux plissés. Tu es une présence toxique, et tu n'es plus le bienvenu. Sors d'ici avant que je n'appelle les autorités et que je te fasse expulser pour intrusion et perturbation de notre paix. Intrusion? J'éclatai d'un autre rire. C'est vraiment comique. Après tout ça, tu vas appeler la police contre moi? Une pensée soudaine, glacée, un souvenir d'une transcription que j'avais lue en ligne sur des trahisons familiales similaires, m'assaillit l'esprit. La maison. Mon nom n'était pas juste sur le compte bancaire. Il y a des années, j'avais aidé pour la compte, une part importante de mes premières économies, pour sécuriser cette maison même quand maman et Todd étaient en difficulté. Mon nom était sur les documents originaux. L'était-il toujours? Avait-il été aussi audacieux? Le moment où j'ai vu mon nom toujours inscrit sur l'acte de propriété, pas comme un vestige, mais comme un actionnaire légal et actif, quelque chose en moi s'est figé. Pas brisé, pas bouillonnant, juste verrouillé en place. Froid, précis, final. Ce n'était pas une erreur de papier. Ce n'était pas un formulaire oublié. C'était de l'architecture, intentionnelle, conçue. Pendant qu'ils brûlèrent de la sauge et prêchèrent le détachement, ils construisaient discrètement leur temple sur mon nom, mon crédit, mon histoire, mon sacrifice, tout en me traitant comme une tâche qu'il fallait frotter de leur espace de guérison impeccable. Je ne criais pas, je ne me précipitais pas dans la maison, je devenais méthodique. Quelques heures plus tard, j'étais au téléphone avec Madame Albright, agent immobilier, ex-conjointe de militaire, zéro tolérance pour les conneries. Je lui expliquai la situation. Elle écouta. Puis, elle me donna du pouvoir. Si ton nom figure sur l'acte, dit-elle calme et posée, tu peux forcer une vente. Ou ils peuvent te racheter. C'est leur choix. Mais dans tous les cas, tu n'es plus coincé. Bien, dis-je. Rédigez la lettre. Ils ont 30 jours. Valeur marchande ou je lance une vente forcée. Pas de sauge, pas de pleine lune. Juste de l'encre légale. Je n'ai pas frappé à leur porte. Je n'ai pas appelé. J'ai laissé l'enveloppe parler. Et pendant 24 heures, le silence était si complet qu'il semblait mis en scène. Puis vint la détonation. D'abord, Maya. Elle n'a pas appelé. Elle a joué. Un message vocal, digne d'un drame indépendant, des sanglots haletants, des pauses dramatiques, des accusations enveloppées dans des murmures tremblants. Lucas, comment as-tu pu faire ça? J'ai mes examens finaux. Tu nous rends sans abri. Tu détruis tout. Sa voix se cassa. Ma patience ne fléchit pas. Puis, Todd. Il ne pleura pas. Il bouillonnait. Toi, ingrat petit, après tout ce qu'on a fait pour toi, après avoir gardé un toit sur ta putain de tête, je le laissai râler pendant 15 secondes. Puis, je l'interrompis, tranchant et froid. Todd, j'ai des preuves. C'est moi qui ai construit ce toit. C'est moi qui ai payé cette hypothèque. J'étais le toit. Vous avez 30 jours. Ou Zillow viendra visiter votre placard à encens. Clic. Et enfin, elle, Liliane. La femme qui m'a dit que sa maison ne pouvait pas supporter mon énergie traumatique. La même voix qui chantait autrefois des berceuses tremblait maintenant comme une tasse à thé vide. Lucas, bébé, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Une vente? Cette maison est mon travail, mon espace de guérison. Tu ne peux pas. Tu as pris cette décision pour moi le soir où tu as enfermé ma vie dans un sac plastique sur le porche, dis-je. Pas de chaleur, juste de la clarté. Mais où allons-nous aller? Murmura-t-elle. Ce n'est pas mon problème. Clic. Cela aurait dû être la fin. Mais bien sûr, ce ne fut pas le cas. Todd envoya 3 autres messages vocaux, cette fois-ci en essayant une nouvelle stratégie, des menaces juridiques. Nous allons vous poursuivre pour abandon. Détresse émotionnelle. Vous nous avez laissés. Je les ai transférés à Madame Albright. Elle a répondu avec 3 émoticônes de rire et un PDF intitulé « Non, il ne peut pas ». Maya publia un TikTok me sous-entendant vaguement avec un filtre aux yeux larmoyants et des superpositions de textes du genre « Quand ton propre sang vend ta maison ». Les commentaires furent limités après que quelqu'un ait fait remarquer que l'acte n'était pas à son nom. Et puis vint la dernière étape, le cycle spirituel. Ma tante Carole appela, non pas pour médiation, mais pour moraliser. Tu déchires la famille, Lucas. Je sais qu'ils ont fait des erreurs, mais ça, c'est froid. Tu n'as plus de cœur? Oh, j'avais du cœur. Il battait enfin dans ma propre poitrine, pas dans la leur. Puis vint l'effondrement. La rumeur se répandit. Les clients disparaissaient. Son calendrier de guérison, autrefois animé, se retrouva vide. Des demandes de remboursement arrivèrent.
Sa page Facebook, habituellement un flux soigné d'affirmations et de mises à jour des phases de la Lune, devint une zone de guerre de publications cryptiques et de légendes pour attirer la sympathie. Quand la trahison empoisonne même les espaces, ça crée. Quand ta lumière est ternie par ceux à qui tu as tout donné, mon cousin m'envoya des captures d'écran. Même les partisans avaient des questions maintenant. L'empire des hautes vibrations s'effondrait, pas parce que je l'avais attaqué, parce que j'avais arrêté de le soutenir. Et dans ces décombres, entourés de diffuseurs d'huile de citron, de coussins de méditation en velours et d'illusions brisées, ils ont enfin dû voir ce qu'il se passe quand la personne qu'ils ont jetée cesse d'être jetable. Leur monde était en feu. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui brûlais. Les conséquences furent rapides, nettes, chirurgicales, exactement comme Madame Albright l'avait prédit. Le panneau à vendre se dressait comme un monument sur leur pelouse parfaite, brillant contre le charme pastel qu'ils avaient façonné pendant des années. Les voisins ont vu. Les clients ont disparu. La paix qu'ils prêchaient s'est dissoute dans des fils exposés et des carreaux fissurés. Les nettoyages d'aura en ligne de maman, disparus. Plus de réservations. Plus de ton apaisant autour d'une tasse de thé à la camomille. Juste le silence. Puis vint le bruit. Maya, frénétique et désespérée, inonda ma boîte de réception de selfies en larmes et de monologues truffés de fautes de frappe. Son monde, apparemment, était en train de s'effondrer. Ses examens finaux, ses amis, sa vibration. Todd laissa des messages vocaux, confus, en colère, des discours décousus. 1 minute des menaces, la suivante des supplications. On trouvera une solution, mec. Ne fais pas ça, tu exagères. Et maman? Un dernier script, un long message de culpabilité. Comment elle ne l'avait pas voulu comme ça? Comment j'étais trop en colère? Comment elle avait paniqué? Tout y était, toutes les mêmes notes. Trop tard. Alors j'ai appelé une fois. Pas par espoir, par précision. Je les ai laissés parler, les laisser tout dépenser, la culpabilité, la peur, les négociations. Leurs voix étaient du verre fragile, s'entrechoquant contre le métal. Quand cela s'est terminé, je n'ai dit que ceci. Vous m'avez jeté comme de la poubelle. Maintenant, restez hors de ma vie. Clic. Bloqué. 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 La maison a été vendue proprement. L'argent est arrivé. Pas une fortune, juste ce qu'il fallait. Assez pour prendre de la distance. J'ai déménagé. Silencieusement. Pas de réseaux sociaux. Nouveau numéro. Nouvelle clé. Une seule personne connaît l'adresse. Elle sait quoi faire si des fantômes viennent frapper. Il n'y a pas de fin nette. Pas de morale. Pas de guérison familiale. Parfois, la fermeture, c'est la porte que tu fermes et que tu verrouilles, toi-même. Ils voulèrent du calme, de la paix. Pas de conflit. Maintenant, ils l'ont. Juste pas celle qu'ils imaginaient.